Bonjour Sébastien Martin. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ministre chargé de l'Industrie. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour Christelle. Bonjour Oriane, bonjour. Bonjour. Ministre. Sébastien Martin, on va bien sûr revenir sur le choix du 49.3 par Sébastien Lecornu. Mais d'abord, on a donc appris ce matin que Donald Trump menaçait les vins et les champagnes français de droits de douane de 200%. Comment vous réagissez à cette annonce ? Je dis que la menace n'est pas œuvre de diplomatie et que, très honnêtement, au bout d'un moment, se comporter exactement de la même manière, quel que soit votre interlocuteur, interroge même de savoir quelle est la vraie ligne diplomatique des Américains. Je conçois qu'ils puissent imaginer faire la pluie et le beau temps sur toute la planète à eux tout seuls, mais au bout d'un moment, on a toujours besoin d'alliés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que ça incite encore plus l'Europe désormais à réagir, à essayer de s'affirmer comme une Europe un peu plus puissance, à être un petit peu moins sur certains points, y compris industriels d'ailleurs, faire preuve d'un peu moins de naïveté et savoir désormais à la fois être un partenaire crédible et sérieux et en même temps savoir réagir et savoir se défendre. D'ailleurs, le président de la République a parlé de l'outil anti-coercition. C'est bien. Mais jusque-là, il cite particulièrement la France. C'est Emmanuel Macron. Ce sont les vins et les champagnes français qui sont visés. Comment on va riposter ? Est-ce qu'on va riposter ? Parce que la France est fidèle finalement à ce qu'elle a toujours été en matière internationale. Sur ce sujet-là, comme sur tant d'autres, elle est leader. Elle porte une voix européenne forte et indépendante. Et elle n'accepte pas que le Groenland, qui appartient à un pays européen, puisse aujourd'hui être menacé par une puissance aussi, amicale soit-elle, parce que nous avons des relations assez privilégiées avec les États-Unis, eh bien nous n'acceptons pas qu'on puisse se comporter comme cela. C'est aussi simple que cela. Mais comment Emmanuel Macron doit-il réagir justement face à cette attaque qui cible directement la France ? Est-ce qu'on peut encore parler avec Donald Trump ou est-ce que là, pour le coup, non, mais il faut toujours parler. D'ailleurs, le président de la République a proposé au président américain, soit pendant les échanges à Davos, soit au retour de Davos, puisque le président américain publie même les SMS désormais. Ce qui quand même est assez surprenant et je pense même peut poser des questions de politique intérieure chez eux. Au bout d'un moment, est-ce qu'on peut vraiment se comporter comme cela ? Je ne suis pas certain, surtout quand on est à la tête de la première puissance mondiale. Mais juste, comment on va réagir ? Parce que là, à des positions diplomatiques d'Emmanuel Macron, parce que là, c'est un choix diplomatique d'Emmanuel Macron de ne pas participer au Conseil de la paix, il répond par une guerre commerciale. Vous avez vu quand même que le Conseil... Comment vous allez répondre ? Il est normal. Est-ce que vous pensez vraiment... Vous savez qu'il y a un ticket d'entrée au Conseil de la paix ? Un ticket d'entrée à $1 milliard pour pouvoir participer au Conseil de la paix. Enfin, je veux dire, tout ça n'est pas sérieux. On n'a jamais imaginé, et on ne peut pas imaginer les relations internationales comme faire partie d'un club privé ou un club de poker avec un droit d'entrée. Enfin, on ne va pas reconstruire Gaza de cette manière-là. On ne va pas imaginer, alors que cette région est extrêmement complexe, on ne va pas imaginer que tout ça peut se faire juste à coût de quelques dollars. Enfin, tout ça n'est pas sérieux, et je pense que la France s'honore d'être dans la tradition gaullienne, à un moment, d'affirmer face à un pays qui est un ami, qui est un partenaire, qu'on ne doit pas se comporter comme il le fait, et qu'on a des outils européens, l'arme anti-coercition qui peut interdire l'accès des États-Unis et des entreprises américaines à l'Europe, et bien pouvoir l'activer. Là-dessus, Emmanuel Macron n'a pas été suivi, notamment par l'Allemagne, sur l'arme de coercition. Écoutez, il va y avoir une discussion des partenaires européens à ce sujet-là, et je ne crois pas aujourd'hui que ce sujet soit complètement arrêté, bien au contraire. Et j'entends plutôt, au contraire des voix au niveau européen, se dire qu'il est temps d'agir d'une manière différente et d'agir un peu d'une manière comme une puissance politique. Je pense que c'est important, même si l'Europe n'est pas un État fédéral, bien au contraire, mais affirmer une position politique, parce qu'il y a aussi une question presque culturelle. Notre modèle de démocratie occidentale, aujourd'hui, fondé sur le dialogue, sur la diplomatie, sur les relations multilatérales, est menacé de toutes parts, et je crois que ce modèle-là, il doit être conforté, renforcé, et il passe par... Mais est-ce que là, Emmanuel Macron doit répondre ? Puisque ce sont les vins... D'ailleurs, qu'est-ce que ça aurait comme conséquence ? Non mais attendez, c'est pas appliqué. Juste sur le secteur... Non mais qu'est-ce que ça aurait si c'est appliqué comme conséquence sur le secteur des vins et des champagnes français ? Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il y a une semaine, le président américain appelait quand même les Iraniens à se soulever et que le soutien arrivait. On l'attend, le soutien. Et aujourd'hui, on a des menaces, donc on verra. La France ne se laisse pas impressionner. Voilà ce que je veux dire.
La France ne se laisse pas impressionner. La France est un grand pays. Ce grand pays qui n'a pas eu peur, d'ailleurs, à l'image du général de Gaulle, un jour d'aller au Québec et de vivre le Québec libre à quelques pas des États-Unis, la France ne se laisse pas impressionner par des menaces. Mais les menaces ne sont pas forcément, avec des amis, un signe de force et parfois aussi un signe de faiblesse. Mais c'est encore un ami, Donald Trump ? Mais les États-Unis sont un ami. Et Donald Trump, qui est le président des États-Unis, qui est quand même une grande démocratie, est un peuple ami, est un président ami. À lui de savoir se comporter en ami. Mais qu'est-ce que vous dites ce matin au secteur des vins et champagnes français ? Je les connais bien puisque je suis élu de Bourgogne. Donc la France va les défendre. Et aujourd'hui, on parle de menaces, on ne parle pas de choses qui sont réalisées par les Américains. Et je dis que l'Union européenne a aussi des outils pour savoir répondre par une forme d'équivalence en termes de menaces. Est-ce qu'on peut imaginer des sanctions, par exemple ? Ça fait partie des outils qui peuvent être utilisés. L'arme anti-coercition, elle permet d'avoir des vraies sanctions. Par exemple, interdire les marchés publics. Exactement, c'est ça. L'arme anti-coercition, c'est interdire des marchés publics, c'est interdire l'accès d'entreprises américaines au marché européen. Est-ce qu'il peut y avoir une forme de boycott, par exemple ? Écoutez, on va discuter au niveau européen de chacune des mesures qui peuvent être appliquées. L'avantage de l'arme anti-coercition, c'est un peu comme la dissuasion nucléaire. C'est que ça permet d'établir un rapport de force et de dire à tout le monde, au bout d'un moment, il est nécessaire de faire retomber la pression. Donc on va voir quelle est l'attitude américaine. Mais il n'a pas l'air de craindre ce rapport de force, Donald Trump. Oui, parce que l'arme anti-coercition, elle a été brandie il y a 3 jours et ce matin, il remenace de nouvelles attaques. Écoutez, on verra bien comment les choses se passent dans les jours qui viennent vis-à-vis des États-Unis. Je pense aussi quand même que les États-Unis, comme beaucoup de pays d'ailleurs, savent très bien qu'ils ont besoin de l'Europe, pas simplement en matière diplomatique, mais aussi en matière économique, parce que c'est un grand marché de 450 millions, un peu plus de 450 millions d'Européens et 450 millions de consommateurs. Donc, gardons la tête froide, en tout cas c'est l'attitude de la France. Il y a un autre sujet qui inquiète, c'est la question du Mercosur. Il y a des milliers d'agriculteurs qui seront aujourd'hui à Strasbourg, puisque le Parlement européen doit se prononcer demain par un vote sur ce sujet. Est-ce que vous pensez que le vote ira dans le sens de la France ? En tout cas, la France fait tout ce qui est en son pouvoir, effectivement, pour aujourd'hui obtenir du Parlement européen un vote qui permettrait, ou en tout cas un recours devant la Cour de justice qui permettrait de suspendre l'application de ce traité du Mercosur. La position de la France, elle a été très claire. D'ailleurs, c'est pour ça que cette motion de censure de la semaine dernière avait quelque chose d'un peu ridicule tout de même. Vous ne pouvez pas, d'un côté, demander au gouvernement d'être très clair, de s'opposer au Mercosur. Il l'a fait. Il a voté contre le Mercosur. Et puis derrière, continuer avec une motion de censure. Enfin, je veux dire, il y a aussi un double jeu, parce que ceux qui ont déposé la motion de censure, j'aurais préféré, comme M. Bardella, qu'il s'adresse à Mme Meloni, qui a lâché sur ce sujet au dernier moment, qu'il s'adresse à Mme Meloni et aux parlementaires européens italiens du parti de Mme Meloni pour leur dire « associez-vous désormais à un recours auprès de la Cour de justice ». Et là, je n'entends rien. Rien. C'est un jeu de diversion. Vous parliez de Donald Trump tout à l'heure, il y a quand même un petit peu un jeu de diversion sur les responsabilités des uns et des autres. Emmanuel Macron a quand même beaucoup varié sur le sujet. On a pu aussi l'entendre dire que c'était un accord satisfaisant. Il y a eu des... Pardon, allez-y. Est-ce que là, la France ira jusqu'au bout, devant la Cour européenne de justice, là, faire échec à cet accord ? Il faut être très précis, parce que j'ai entendu beaucoup de choses là-dessus. Le seul recours qui a un effet suspensif, donc qui est efficace, c'est un recours fait par le Parlement européen. La France peut faire un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne, mais celui-ci n'est pas suspensif. Donc si on veut que ce traité ne rentre pas en vigueur, celui-ci doit se faire au niveau du Parlement européen. C'est pour ça que je dis à M. Bardella qu'au lieu de déposer des motions de censure à l'Assemblée nationale qui n'ont, d'une part, peu de chances d'aboutir et d'autre part, aucun impact sur le Mercosur, qu'il ferait mieux de faire son travail au Parlement européen, mais il n'y est pas souvent. De faire son travail au Parlement européen, d'aller convaincre un certain nombre de ses partenaires européens de s'occuper, de formuler un recours auprès de la Cour de justice. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de députés aujourd'hui qui vont aller au Parlement, de députés français, y compris des députés dont je suis issu de la droite républicaine, une vingtaine de députés qui vont au Parlement européen et qui font le job d'aller convaincre des députés européens. Sauf que vous le savez, il y a beaucoup de députés du PPE, le parti auquel appartiennent les députés français DLR, qui sont favorables au Mercosur. Pareil pour
qu'est-ce que vous pareil diriez pour si nous les ne faisions députés pas de ce travail? Renaissance. Qu'est-ce que vous diriez si Dans nous ne leur faisions groupe pas ce aussi. travail? Oui, mais sur les positions Mais est-ce que vous européennes. aussi, vous devez aller convaincre? Il n'y a pas que Jordan Bardella qui doit aller convaincre. Ah non, non, mais bien évidemment, bien évidemment. Mais je rappelle quand même chacun a ses responsabilités. Au bout d'un moment, on ne peut pas vouloir Mais être sur tous les... Le président de la République lui-même a échoué à convaincre ses partenaires. Les partenaires, mais au niveau des groupes parlementaires européens, c'est plus compliqué que ça. Vous n'avez pas des positions qui sont uniformes, vous le savez très bien, sur un certain nombre de sujets, y compris celui-là. On peut avoir dans tous les groupes parlementaires européens. Le Parlement peut réussir. Mais écoutez, on a la chance quand même d'avoir un système européen où le Parlement, et c'est bien, c'est la représentation des peuples, c'est la représentation de chacune et chacun, a voix au chapitre et peut prendre des initiatives. Sur le budget, Sébastien Lecornu a donc annoncé hier qu'il passera par 49.3. Est-ce que le gouvernement renie sa parole? Ouais. Il y a un moment, moi j'aime bien cette expression de Jacques Chirac. Vous savez, Chirac disait « un chef c'est fait pour cheffer ». Il y a un moment, il faut prendre ses responsabilités. Et moi je suis ministre de l'Industrie, et je trouve que cette période qui commençait maintenant à s'étirer de manière un peu disproportionnée a aussi un impact sur notre économie. Et je crois que beaucoup d'ailleurs, y compris dans plein de rangs parlementaires, appelaient aussi à ce que le gouvernement prenne ses responsabilités. Moi, je crois que le Premier ministre, il a tout simplement pris ses responsabilités. Parce qu'avant que de savoir si, à un moment, le Premier ministre a dit qu'il n'utiliserait pas le 49.3, il y a la nécessité que ce pays tienne debout. Et il y a beaucoup de gens... Il a eu tort de marteler qu'il n'utiliserait pas le 49.3. Parce que nous sommes dans un système aujourd'hui, enfin dans un éclatement parlementaire, excusez-moi, qui fait quand même qu'on n'est pas exactement dans la situation d'avant, où vous aviez une majorité absolue et puis une opposition, et puis que avant le 31 décembre, vous pouviez avoir un budget. Et il n'était pas dans la situation, il pouvait passer du 49.3. Pourquoi il a autant martelé qu'il ne l'utilise pas? Parce qu'il a voulu faire confiance aux parlementaires. Je pense qu'il y a des parlementaires qui ont joué le jeu. C'est un échec. Et on voit bien que RN et LFI, qui d'un côté se présenteraient comme l'alternative, en réalité n'ont été que ceux qui ont fait en sorte que ce débat ne puisse pas aboutir sereinement, mais donc, qui ont privé les Français d'un débat sérieux. C'est donc un échec de sa stratégie. Il lui disait « je veux rendre la parole aux députés, enfin au Parlement en général ». Finalement, rendre la parole au Parlement, ça ne fonctionne pas. C'est pas que ça ne fonctionne pas, c'est que certains groupes politiques ont fait en sorte que ça ne fonctionne pas. Moi, je me souviens, on a réussi à le faire sur le PLFSS. Mais là, c'est pas ça a marché. Et sur le PLF, on n'y arrive pas parce que vous avez, excusez-moi, certains groupes politiques qui veulent faire durer jusqu'à vitam aeternam cette situation, qui se nourrissent, excusez-moi, qui se nourrissent d'une forme d'irresponsabilité. Mais là, c'est pas la responsabilité du Rassemblement national et d'LFI, puisqu'ils étaient déjà pas soutien sur le PLFSS et vous avez réussi à boucler un PLFSS. Sans être soutien, aujourd'hui, on voyait bien qu'on avait un débat à l'Assemblée nationale qui faisait que nous allions... Je pense que si on laissait faire, je ne sais pas à combien de déficit on allait finir. Enfin, là, on était presque à 5,5 déjà, alors qu'on est rentré dans la copie à 5,4. Mais en gros, c'est parce que vous n'avez pas réussi à embarquer le Parti socialiste. Non, vous avez réussi à faire non, c'est pas parce qu'on n'a pas réussi à emporter le Parti socialiste. C'est parce que on a eu une alliance de circonstances entre le RN et LFI pour faire en sorte de faire déraper matin, midi et soir les objectifs de déficit que le Premier ministre, au bout d'un moment, a dit stop. Je prends mes responsabilités, j'assume de présenter un budget qui certes ne plaira peut-être pas à tout le monde, et puis finalement... Personne n'a envie de le porter, donc j'assume moi de le porter. Il n'est sans doute pas parfait, mais je prends mes responsabilités. Parce que moi, je suis sur le terrain le week-end. J'étais sur le terrain pendant les fêtes de Noël dans ma région, en Bourgogne-Franche-Comté. Mais les gens n'en peuvent plus. Mais les gens, ils vous disent, mais il est temps que tout ça finisse. Il est temps que les parlementaires, aujourd'hui, s'attaquent à d'autres sujets que le budget. Enfin, est-ce qu'il y a une seule collectivité en France, on est ici à Public Sénat, qui parle de son budget et qui met presque 6 mois à adopter son budget, parce que je vous rappelle que ces débats ont commencé avec François Bayrou au mois de juillet. Mais alors justement, Sébastien Lecornu a fait le choix du 49.3. Est-ce que vous comprenez ce choix par rapport à l'autre option qui se présentait à lui, qui est de passer le budget par ordonnance? Oui, parce que ce choix permet de poser un texte sur la table qui est quand même la version
la plus proche du texte définitif. On pouvait qui sera les ordonnances. Alors que les ordonnances vous obligeaient à repartir du début. Oui, on pouvait compléter. Enfin, donc ça veut dire qu'on repartait d'abord avec des ordonnances et ensuite, derrière, qu'il fallait faire adopter un nouveau projet de loi de finances rectificatif. Donc qui vous dit, au regard de l'attitude des deux extrêmes, et peut-être d'un certain nombre d'autres, qui vous dit que nous n'étions pas repartis dans un scénario où on n'avait pas de budget avant l'été? Il n'est pas possible que la France, ce grand pays au regard de tout ce qu'on vient de se dire avant, ait un budget cet été. Maintenant, il faut en finir. Juste, Olivier Faure annonce ce matin que le PS ne censurera pas le gouvernement. Déjà, c'est un soulagement pour vous? Ben écoutez, moi, ce qui me soulage, c'est pas l'attitude des uns et des autres. Ce qui me soulagera, c'est quand la France aura enfin un budget et qu'on pourra parler de politique publique plutôt que de parler de finances matin, midi et soir. Laurent Wauquiez, lui, patron des députés LR, hier, il n'a pas voulu dire s'il censurait ou pas. Il a dit qu'il attend de voir la copie budgétaire et qu'il attend de voir si les demandes des LR y figuraient bien dedans. Vous comprenez? Moi, vous savez, j'ai siégé au sein de ce groupe. Et en fait, au sein de ce groupe, avant qu'on prenne des décisions, on en discute. Et il se trouve que hier, je ne crois pas que les députés droite républicaine étaient tous à l'Assemblée. Il doit y avoir une réunion de groupe ce matin. Et le président du groupe, Laurent Wauquiez, a toujours pris les positions du groupe après un échange au sein du groupe. Et d'ailleurs, quand je suis rentré au gouvernement, les choses se sont aussi faites comme ça. Donc, il me semble que... Et vous qui le connaissez bien, ils censureront ou ils censureront pas? Je pense que les députés de la droite républicaine, eux aussi, sont comme beaucoup de Françaises et de Français, parce qu'ils sont ancrés sur le terrain, ils ont envie de passer à autre chose. Maintenant, je ne veux pas préempter leur position, c'est eux qui l'adopteront. C'est plutôt non-censure. Je pense que ce sont des gens responsables. Un mot sur la copie budgétaire. Déjà, est-ce qu'elle vous convient, la copie budgétaire telle que présentée par Sébastien Lecornu? Le Premier ministre a repris un texte et a souhaité y affirmer quand même, désormais, un certain nombre de priorités, sur le pouvoir d'achat de celles et ceux qui travaillent, sur le logement, sur la recherche et l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est ce qui vous convient. Mais vous qui venez des LR, est-ce que vous ne vous dites pas la copie, elle est un peu trop à gauche? Est-ce que la copie est trop à gauche? Écoutez, cette copie, c'est une copie qui est issue d'un compromis. Moi, j'ai été élu local pendant 11 ans. Et je le suis toujours d'ailleurs. Des compromis, on en fait toute la journée. Et j'ai pas l'impression que nos concitoyens s'en plaignent. C'est un compromis qui se fait plutôt sur les positions du Parti Socialiste que sur les positions des LR. Non, tout le monde, excusez-moi, mais tout le monde dans cette affaire, aujourd'hui, je crois, a pu faire valoir auprès du Premier ministre un certain nombre de ses priorités. Une des grandes priorités, on parlait de Laurent Wauquiez et du groupe de la droite républicaine, c'était de voir le barème de l'impôt sur le revenu ne pas évoluer et faire en sorte que les ménages ne payent pas plus d'impôts. C'était de faire en sorte que les retraités, auxquels ils sont très attachés, ne soient pas encore plus mis à contribution. Le Premier ministre l'a repris. Le groupe de Gabriel Attal, c'était qu'on ne touche pas aux allègements de charges sur les entreprises. Le Premier ministre a repris cette proposition. Et je pense qu'on pourrait égrener comme ça. Donc, quand on dit... Non, mais quand on dit... Moi, je bats en brèche cette idée qui est c'est un budget pour le Parti Socialiste. Ce n'est pas vrai. Certains patrons, vous qui êtes ministre de l'Industrie, vous les entendez, certains patrons ils disent on a trop cédé aux socialistes. On a construit un budget de compromis qui apporte des réponses à chacune et chacun des groupes politiques qui ont envie que ce pays avance. Donc vous dites quoi aux patrons qui sont de mauvaise foi ? Et il y a des groupes politiques. Moi, quand j'entends les leçons du Rassemblement national aujourd'hui qui se met en père-la-vertu, mais enfin... et en critiquant, bah oui, il y a une surtaxe sur l'impôt sur les sociétés à 8 milliards. Mais enfin, ils ont voté avec LFI, de leur côté, une surtaxe sur les multinationales françaises, pas que les multinationales, il y a bien les multinationales françaises, à 26 milliards. Et ils nous donnent des leçons avec une surtaxe sur l'IS à 8 milliards qui est exactement la même et même moins que l'an dernier, puisque nous en excluons les ETI. Les ETI, c'est-à-dire quand même un nombre de taille intermédiaire. Des entreprises de taille intermédiaire qui vont jusqu'à 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Alors que nous, nous concentrons sur 300 entreprises, alors que l'an dernier, c'était plus de 400. Juste un mot, puisque vous parlez d'un vote du Rassemblement national, vous qui étiez jusqu'à peu président des intercommunalités de France, le Rassemblement national qui a voté une baisse de la dotation globale de fonctionnement d'environ 5 milliards. Comment vous avez pris ce vote ? De l'irresponsabilité. De l'irresponsabilité. Faire croire que l'on peut résoudre les problèmes de ce pays sans s'appuyer sur les collectivités territoriales. Faire croire qu'on puisse faire
du développement économique et du développement industriel, sans s'appuyer sur les intercommunalités ou les régions. Faire croire qu'on va régler les problèmes de santé sans s'appuyer sur les conseils départementaux, par exemple, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et la République, elle vit bien dans les territoires. Et on voit bien ce qu'attaque la République en attaquant les collectivités. Un mot. Juste une dernière question, Monsieur le Ministre. Vous diriez que la France va être dotée d'un budget quand, à quelle échéance ? Écoutez, on s'est donné comme échéance le plus rapidement possible. C'est-à-dire, vous voyez bien que dès aujourd'hui, le Premier ministre va engager sa responsabilité sur la première partie, deuxième partie. Ensuite, il faut que le texte parte au Sénat. Les sénateurs sont souverains, je ne vais pas dire aux sénateurs ce qu'ils ont à faire. Et ensuite, il faut une lecture définitive, finale, à l'Assemblée nationale. Qu'aucune motion de censure ne soit votée d'ici là et que le budget... Mais le Parlement est libre, les députés sont libres. Ils sont libres. Je ne vais pas vous dire demain... je ne sais pas ce que vont faire les députés. Qu'est-ce qui se passe ? Je crois que j'en connais beaucoup et que ce sont des gens responsables pour l'immense majorité. Si Sébastien Lecornu tombe en février, on n'a plus de budget pendant encore plus On n'a plus de budget. Il faut bien savoir que si le gouvernement tombe, on n'a pas de budget. On n'a plus de budget. Et le budget tombe, il faut repartir à zéro. Un mot quand même sur 2 dossiers industriels. Novasco, qui fait la une du Républicain Lorrain ce matin, le sidérurgiste qui a été liquidé en novembre dernier. L'État a engagé des poursuites judiciaires contre l'ancien propriétaire de l'aciérie, c'est le fonds Greybull. Pourquoi ces poursuites et avec quelle finalité ? Parce que pour moi, il est inconcevable qu'un fonds d'investissement comme Greybull, qui a pris des engagements devant l'État, que ces engagements pris devant l'État ont ensuite été formalisés devant la justice, que si ces engagements ne sont pas tenus, il ne serait pas concevable pour les salariés et pour le peuple français qui a mis 85 millions d'euros sur la table alors que Greybull n'en a mis que 1,5 et qui devait en mettre 90. Il n'est pas concevable que ces gens-là ne soient pas poursuivis, qu'on n'en appelle pas à leur responsabilité. Donc j'ai pris cette décision un peu unique, visiblement, que d'assigner en justice, au civil et également au pénal, le fonds Greybull, qui s'était engagé à investir 90 millions d'euros dans cette entreprise Novasco et qui aujourd'hui est responsable de la perte d'un emploi pour 450 personnes à Gondange et pratiquement 700 personnes partout sur le territoire national. Et si, quand il y a des responsabilités comme celle-là, si quand les gens ne tiennent pas leur parole, l'État, le gouvernement ne les assigne pas en justice, je pense que nous ne sommes pas à la hauteur de nos responsabilités. Donc on l'a fait avec les salariés. Il a encore un avenir, le site de la Gondange, selon vous ? Vous parlez à quelqu'un qui est élu d'un territoire dans lequel il y avait une entreprise qui s'appelait Kodak, qui du jour au lendemain, en 2 ans, s'est arrêtée alors qu'il y avait 2800 salariés, qui aujourd'hui a 9 usines qui sortent de terre, où le taux de chômage est à 6,5%. Eh bien, oui, il y a toujours un avenir. Et je pense qu'on a mis en place une méthode, c'est-à-dire que sur le territoire d'Agondange, j'ai réuni les élus, chacun dans son rôle, la communauté de communes sur le foncier, la région pour retrouver des investisseurs, la Banque des territoires et l'État pour accompagner tout ça et pour imaginer un devenir. Ça prendra du temps. Je ne veux pas vendre du rêve une fois encore. Ça prendra du temps, mais avec de la méthode et de la volonté, et il y en a sur ce territoire, on peut y arriver. Un mot sur Brandt, qui a été liquidé, ça a été un choc il y a quelques mois. Il y a un homme d'affaires qui a annoncé vouloir reprendre le site d'Orléans. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que ça vous paraît viable ? Écoutez, j'aurai un échange d'ailleurs dans la journée, à la fois avec le président de la métropole et avec le président de la région. Nous allons échanger ensemble sur le projet qui est porté par cet investisseur. Moi, je souhaite que toutes les pistes puissent être évaluées, mais j'en appelle aussi à la responsabilité, un peu à l'image de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur Novasco. Moi, je veux un projet solide. Je ne veux pas vendre du rêve. Je veux donc avoir une analyse très précise des choses et on l'aura encore cette semaine avec les élus locaux. Merci beaucoup. Merci Sébastien Martin. Merci d'avoir été notre invité. Christelle, la une de la Dépêche, budget et à la fin, c'est le 49.3. C'est à la une de votre journal.